Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Blockwave, le média qui vous permet de surfer sur la finance décentralisée de façon plus éclairée. Aujourd'hui, on accueille Nicolas. Bonjour Nicolas. Bonjour. Encore un Nicolas. Moi, c'est Alexis, cofondateur de Lobster Protocol, le protocole qui vous permet d'accéder à des stratégies de finance décentralisée normalement complexes de façon extrêmement facilitante. Hello tout le monde, moi Gabriel, cofondateur et COO de CD Store, la première solution non custodiale de CX On-Ramp pour aider les dApps, les wallets et les fondations à onboarder plus de liquidités tout en restant avec les valeurs de la DeFi. Donc on interviewe Nicolas Liochon. Bonjour. Donc est-ce que tu peux te présenter juste en une phrase et on reviendra un petit peu plus après. Bonjour à tous, je suis Nicolas Liochon, je suis responsable de Linéa. Souvent quand on commence les interviews avec une petite question icebreaker, donc tu sais, nous on s'est rencontrés à Istanbul, pour info c'était DevConnect, on en a parlé juste avant l'interview, très très bel event, merci d'ailleurs de nous avoir accueillis, là c'était un super event organisé par Linéa. Et donc petite question icebreaker, ce serait quel est le projet que tu aimerais voir sur Linéa? Ça peut être, tu vois, une dApp ou ça peut être n'importe quoi. Est-ce que tu as un truc là où tu dirais ça peut être vraiment voilà, le projet que tu aimerais voir sur Linéa? Ou n'aimerait jamais voir sur Linéa. Comme tu veux. À la base, on avait dit celle-là, mais... Alors, il y a déjà beaucoup de choses sur Linéa, donc ça serait quand même pas sympa pour tous les gens qui ont déployé plein de trucs, de leur dire « Ah non, mais quand même, c'est pas ça que j'aimerais voir, tu vois. » Donc, non, je pense qu'il y a, très sincèrement, je pense qu'il y a déjà énormément de choses. Ce que j'aimerais pas voir, c'est les scams. On les voit un peu partout. Moi, on en verra sur Linéa, mais on se portera. Mais je pense qu'il y a déjà quand même énormément de choses dessus. Que je donnerai d'ailleurs pas, parce que par équité par rapport à nos partenaires, c'est important de pas forcer trop, mais voilà. Je pense que si on veut faire de la DeFi sur Linéa, il y a quand même vraiment tout ce qu'il faut aujourd'hui. Ok, non, très, très clair. Et maintenant, tu t'es présenté très rapidement, bravo, respecté en une phrase. Est-ce que là, tu peux te présenter un peu plus longuement, d'où tu viens, comment aussi t'es rentré dans l'écosystème DeFi? Tout à fait. Donc moi, j'ai un background complètement technique. Je travaille sur les systèmes distribués, sur le big data. Je suis arrivé dans la blockchain par Consensus en 2017. Je regardais déjà avant, mais je comprenais pas trop ce qui se passait. Consensus m'a contacté pour travailler sur la partie recherche Ethereum 2. J'ai dit, chez Consensus, je vais apprendre ça, même si je comprends pas tout de suite. Donc je suis resté. J'ai pris la responsabilité de la recherche, qui est la recherche appliquée. Donc, on regarde des choses scientifiques, on regarde comment on peut les appliquer, mais la recherche appliquée en cryptographie, c'est vite assez pointu. Et on est arrivé au roll-up par ce moyen-là. Et ensuite, on a dit, mais attendez, les roll-up, les EKVM, c'est fantastique, il faut absolument que Consensus se positionne. Donc ça a amené à la création de Linéa. Alors, est-ce que tu peux rappeler, justement aussi en une phrase, qu'est-ce que Consensus finalement? C'est quoi un petit peu la vision de la boîte depuis quelques années? Alors, la vision de la boîte de Consensus, c'était vraiment de dire, il y a Ethereum, le fondateur principal, c'est Vitalik, en tout cas le plus connu. Joe Lubin, le fondateur de Consensus, était également un fondateur d'Ethereum. Et lui, sa vision, c'était de dire, il y a des gens qui vont travailler au déploiement du protocole, et il y a des gens qui doivent aider à ce que le protocole soit utilisé. Donc Consensus avait été créé au tout début comme une sorte de startup studio sur, vous avez une idée de choses à faire sur Ethereum, venez la faire chez nous, et puis on va essayer de créer plein de synergies tous ensemble. Donc ça a été beaucoup ça. Ensuite, il y a eu le succès de MetaMask, qui était un succès considérable, donc ce qui est devenu effectivement l'activité principale. Mais il y a toujours eu cette idée de, on travaille aussi au succès d'Ethereum, c'est pour ça que Consensus faisait de la recherche, et qu'on s'est dit, les layers 2, scaler Ethereum, c'est vraiment essentiel. Tout le monde est d'accord sur dire que ça se fait avec ce qu'on appelle des layers 2. Donc Consensus doit contribuer à ça, d'où ce démarrage. Et donc Consensus, c'est une boîte les plus anciennes de la crypto. Vous avez vraiment avancé avec toutes les technologies qui sont développées depuis quelques années, donc en parallèle d'Ethereum et tout ça. Vous avez créé MetaMask, qui est du coup le portefeuille décentralisé qui a certainement été le plus utilisé depuis quelques années, qui aujourd'hui peut-être commence à être titillé par d'autres qui ont d'autres visions, mais en tout cas c'est vraiment la masterclass du wallet décentralisé. Et aujourd'hui, du coup, vous êtes aussi sur une autre blockchain qui est du coup un ZK Rollup, sur lequel tu viens nous parler un peu plus en détail aujourd'hui, qui s'appelle Linéa. Oui. Consensus est là pour make Ethereum great, je dirais. C'est vraiment le point principal. Le wallet était le point le plus difficile pendant très longtemps. Aujourd'hui, ce qui est le plus dur, c'est la scalabilité. C'est pour ça qu'on trouve Consensus sur la scalabilité. Ok, non, super clair. Et c'est que préalablement, tu définissais Linéa comme un L2 ZK EVM. Est-ce que tu peux définir un peu pour notre audience qui est peut-être un peu plus novice ces termes, donc L2,
ZK, EVM. Qu'est-ce qui se cache derrière tout ça? Bien sûr. Donc l'idée de la L2, c'est de dire la L1, ça fait l'exécution avec des capacités limitées parce que tous les nœuds doivent exécuter toutes les transactions. Et on va donc scaler sur la L2 avec une vérification de ce qui s'est passé sur la L1. L1, c'est le mainnet, L2, c'est d'autres choses. Donc ensuite, il y a plusieurs façons de faire d'un point de vue technique. Et la magie de ce qu'on appelle les ZK Rollups, c'est d'utiliser un outil de cryptographie qui s'appelle le Zero Knowledge, qui est une niche de la cryptographie, pour en fait prouver la correction de l'exécution. Et c'est vraiment des choses très magiques, puisqu'en fait, on va exécuter quelque chose, ça peut prendre des heures à exécuter, et on va pouvoir vérifier que ça a été exécuté correctement en quelques microsecondes, quelques millisecondes. Et donc c'est vraiment cet outil magique de cryptographie extrêmement avancé qui est utilisé pour scaler Ethereum avec cette idée, en fait, on va exécuter les transactions sur la layer 2 et on va utiliser cet outil pour prouver que c'est correct sur la layer 1 en quelques millisecondes. C'est vraiment la magie du ZK. Et ensuite, quand on fait du ZK, la question se pose, c'est OK, comment est-ce que je fais quelque chose de complètement générique? On peut faire du Zero Knowledge extrêmement spécifique. Si vous avez entendu parler de Zcash, ça existe depuis des années, c'est les premiers à avoir utilisé cette technologie pour faire des choses un peu avancées. Donc, soit vous prenez quelque chose qui fait que du paiement, soit vous dites, ah, mais en fait, je voudrais faire des choses très génériques. C'est-à-dire, en fait, de prouver l'exécution de n'importe quel programme, comme le VM aujourd'hui. Et ensuite, vous pouvez vous spécialiser encore. Vous pouvez dire, OK, mais est-ce que je vais faire une machine virtuelle nouvelle, parce que ça sera plus simple à prouver, ou est-ce que je fais exactement le standard de l'EVM? C'est le choix qu'on a fait, nous. C'est-à-dire qu'en fait, l'idée, c'est de dire, on va prendre exactement l'EVM telle qu'elle est définie aujourd'hui par la Fondation Ethereum, et on va scaler ça grâce à cet outil ZK, d'où le nom ZK EVM. Non, Intéressant. Super clair. Et c'est vrai que moi, comment je vois aussi pour nos utilisateurs, pour les utilisateurs DeFi, ce qui est sympa avec Linea et comme n'importe quel Layer 2 EVM, c'est que vous pouvez utiliser Linea avec votre MetaMask, avec votre Drabi, avec n'importe quelle wallet, qui est n'importe quelle wallet EVM, et du coup interagir sur la DeFi très simplement. Donc pas besoin d'avoir des bridges très barbares, non EVM, où souvent c'est compliqué. Vous pouvez très facilement passer d'Ethereum, Arbitrum, Polygon à Linea par exemple, et ensuite investir, tester différentes applications sur la finance décentralisée, sur Linea. C'est vrai que moi personnellement j'aime bien tout ce qui est L2, puisque très facile de naviguer cross-chain en fait. Exactement. Tout l'avantage de l'EVM, et d'être standard à l'EVM, c'est qu'il y a un aspect, on va dire, un petit peu culturel, politique, de dire, en fait, on veut absolument que ce soit Ethereum qui soit successful. On veut pas créer quelque chose de concurrent pour à la fin, en fait, diverger. C'est important pour la décentralisation de dire, en fait, il y a un standard qui est défini par des gens et implémenté par d'autres. Donc ça, c'est un aspect vision qui est important. Mais il y a aussi un aspect beaucoup plus pratique, qui est de dire, vu que c'est une EVM, tout ce qui existe aujourd'hui sur l'EVM va fonctionner sur la ZK EVM sans avoir besoin d'être modifié, donc avec des gros gains en time to market, et aussi des gros gains en sécurité, puisque vous n'avez pas besoin de faire des modifications, de le faire auditer par des gens qui connaissent pas forcément vos spécificités et autres. Donc ça, c'est vraiment un énorme aspect, et ces aspects de time to market et de sécurité sont très importants pour nous. Donc si on peut résumer un petit peu aussi ce que c'est qu'un ZK Rollup d'un point de vue plus utilisateur, en fait c'est une blockchain qui est en surcouche du coup d'une autre blockchain qui va avoir plus d'applications, donc notamment les applications liées aussi à tout ce que tu disais sur les consensus cryptographiques. Et elles sont aussi connues pour ça, les ZK Rollup, elles sont moins chères que certaines blockchains de base, donc ça c'est vraiment à savoir. Et justement, par rapport à ça, vous, c'est quoi vos concurrents? Comment vous vous positionnez un petit peu par rapport aux autres ZK Rollup? Est-ce que tu peux les citer et peut-être un petit peu voir qu'est-ce que vous apportez en plus dans l'écosystème? Déjà, il y a la tranche entre les ZK Rollup et les ZK EVM. Donc voilà, j'ai expliqué pourquoi on était parti sur la partie EVM. Ensuite, il y a plein d'implémentations différentes aujourd'hui. Il y en a 4 à ma connaissance, qui sont à peu près proches de la production. Je ne vois pas forcément justement complètement comme des concurrents. C'est-à-dire qu'il y a effectivement des technologies qui sont très différentes. Il y a des choix sur la cryptographie qui n'ont vraiment rien à voir. Mais ce qu'on pense, nous, c'est qu'à terme, comme il s'agit de cryptographie compliquée, c'est important que ce soit pas sécurisé que par une seule technologie. Et donc, ce qu'on pousse, et on pense que ça arrivera d'ici à peu près 5 ans, c'est la technologie du multi-prover, où en fait, vous aurez toujours ce rollup, vous aurez toujours cet état qui est géré par le rollup, mais en fait, il y aura une preuve que c'est correct, qui sera pas que la preuve de linéaire,
mais qui sera la preuve également d'autres acteurs. Et donc, le nombre, on est à peu près aujourd'hui sur 4 personnes qui sont positionnées, enfin 4 groupes positionnés. Et en fait, c'est un excellent, on peut tout à fait les nommer. Il y a Polygon, ZKVM, il y a Scroll, Kakarot, et donc Linéa. Voilà. Vous allez allier en fait vos forces pour la sécurité du réseau. Je pense, oui. Ok. Alors, comment ça va se passer? On va le voir, mais c'est tellement énorme pour la sécurité des systèmes, c'est que je pense qu'il y aura un accord dans cette direction. C'est-à-dire que ça sera quelque chose de très incontournable. Alors, c'est pas une idée qui vient de nous, c'est une idée qui vient de Vitalik, qui a, à peu près il y a 2 ans maintenant, et qui a été, nous, on a été des fans immédiats de l'idée. On était les seuls à être des fans comme ça, mais en fait, maintenant, il y a beaucoup plus d'adhésion quand on en discute avec les gens, on dit, ah ouais, non, mais quand même, effectivement, c'est intéressant, parce que ça permet vraiment, on est sur des technologies qui changent encore beaucoup, et c'est ça qui nous permet de diminuer les coûts. C'est-à-dire que, en fait, il y a des nouveaux outils cryptographiques qui apparaissent, et c'est quand même très intéressant de les intégrer. Mais quand on est en cryptographie, en général, on aime bien attendre 10 ans avant de toucher à quoi que ce soit, en disant, OK, on va déjà attendre que ce soit bien reposé, et après on y va lentement, très lentement, encore plus lentement, et autres. Et là, les intérêts à le faire sont tellement importants qu'on a envie d'aller plus vite, mais ça peut représenter des risques. Et donc, il y a un moment, on va se retrouver vraiment à dire, bah non, on peut pas prendre ce risque-là, il y a trop d'assets en jeu, et le multi-prover permettra justement de continuer à innover, mais de façon beaucoup plus sécurisée. Et ça donnera également tout le poids, et je pense que c'est important que ce poids soit là-bas, à la Fondation Ethereum, parce que c'est eux qui continueront à définir le standard, et on n'aura pas des groupes qui essayent de définir leur propre standard et de créer une adhésion un peu trop forte pour dire à la fin, bah, écoutez, moi je suis un peu fatigué, j'arrête de travailler, voilà. Là, on a, voilà, ce standard est défini de façon extérieure, les gens l'implémentent. Ça crée beaucoup plus, ça crée une compétition, mais qui est très saine, au sens où chacun essaye d'être le plus rapide sur le standard. Et ça crée aussi beaucoup plus de sécurité pour l'utilisateur parce qu'il ne dépend pas d'un unique fournisseur. Tu as expliqué précédemment aussi que Linéa est une entité, une entité qui appartient à Consensus, tout comme MetaMask institutionnel, et puis après, bon, Consensus fait plusieurs autres choses. Et du coup, c'est vrai qu'on avait une question avec Alexis, vu que voilà, Linéa n'est pas une entreprise à part entière, c'est qui le boss? C'est qui le boss en réalité chez Linéa? Parce que donc c'est vrai que sur ton LinkedIn, il y a écrit Head of Linéa, mais bon, je sais que tu es très humble, tout comme d'ailleurs beaucoup de Nicolas, comme Nicolas Bacca qu'on a interviewé avant. Est-ce qu'on peut dire, entre guillemets, que c'est toi qui tiens les rênes de Linéa, ou comment ça se passe en interne? Alors, en fait, j'ai un background dans l'open source, et en particulier la Fondation Apache. Il y a un modèle de décision que j'aime beaucoup. Quand vous voulez faire quelque chose, vous avez donc ça s'appelle le comité de projet, et vous allez avoir, dans la open source Apache, au moins 3 avis favorables et aucun avis défavorable. Et en fait, c'est quelque chose que j'ai tenté de reproduire dans Linéa, en disant, en fait, là, on va travailler ensemble sur la définition du produit. Qui est responsable du comité produit? Donc 5 personnes. Et en fait, ces 5 personnes doivent être d'accord, et ou au moins être neutres et pas en désaccord fort. C'est pareil sur la définition de l'écosystème, c'est un autre groupe. Et donc les décisions sont prises de façon extrêmement collégiale à cause de ça, ce qui a beaucoup de force de mon point de vue, c'est purement du management, mais ça a beaucoup de force parce que ça force à se mettre d'accord avant. Mais une fois qu'on est d'accord, en fait, on avance tous ensemble, on sait que la décision a été prise, on sait qu'on était au moins neutre et qu'on n'a pas créé d'opposition, donc maintenant on avance et on assume ensemble. Ça permet d'être... ça a une force à l'exécution qui est extrêmement grande. Et beaucoup de gens essayent de dire, je vais exécuter plus vite, c'est lui qui décide, ça va très vite, parce qu'effectivement, il décide tout seul. Ouais, mais en fait, à l'exécution, les gens n'ont pas forcément compris ce qu'il fallait faire, ils sont pas forcément d'accord. Voilà. Et donc, on a mis ça en œuvre dès le début, et pour le coup, ça vient de moi, c'est-à-dire c'était à cause de mon passé sur des projets open source Apache. Mais je trouve que ça a été une très grande réussite. Mais en résultat, je suis pas vraiment le boss de Linéa, puisque finalement, les décisions sont très partagées. Et sachant la complexité de toute façon du sujet, ça serait extrêmement dangereux que justement il y ait une seule personne qui soit le boss, parce que entre la partie crypto, la partie système distribué, la partie écosystème, la partie sécurité et autres, il faut quand même des gens avec des compétences extrêmement fortes, et prétendre être le génie suprême de tout ça, ça serait un peu une illusion et un peu dangereux. Par contre, prétendre qu'on fait des process où il y a toujours plusieurs personnes impliquées qui sont d'accord et qu'elles assument la décision ensemble, ça c'est quelque chose auquel je crois beaucoup. Donc finalement, quand tu dis sur ton LinkedIn par exemple que tu es Head of Linéa, tu es la tête de Linéa, mais plutôt la tête pensante
et pas forcément la tête décisionnaire, du coup. Alors, il y a d'autres personnes qui pensent aussi. Hein. Ouais. C'est très dangereux aussi. Non, je suis le représentant de l'INEA au sein de Consensus. Okay. Ça, c'est important. Je suis celui qui force un peu pour que ce process de décision soit appliqué, qu'il est mis en œuvre, mais maintenant, je pense que j'ai beaucoup d'adhésion de tout le monde. Voilà. En parlant de produits, peut-être une question que, en tout cas, beaucoup de gens nous ont posé quand on a dit aussi qu'on allait t'interviewer. C'est quoi finalement le business model d'une blockchain? Comment vous gagnez de l'argent? Comment vous en venez à dire, bah voilà, on va créer un projet où on va vraiment payer des vrais salaires à des gens qui vont travailler? Comment vous gagnez de l'argent? Les fees. Aujourd'hui, c'est la réponse. Alors c'est un sujet qui peut être un peu sensible. Les gens se disent toujours, à terme, les fees seront toutes à zéro. Possible à terme, mais à terme, le monde sera de toute façon très différent. Aujourd'hui, les fees sont une partie de la rémunération. Enfin, c'est comme ça que c'est rémunéré. Donc les fees de blockchain sur chaque personne qui effectue des transactions sur la blockchain linéaire. Exactement. Les transactions fees. Et du coup, est-ce que tu peux nous dévoiler quelques chiffres justement concernant Linéa, comme par exemple le nombre d'utilisateurs, la levée de fonds, combien vous avez levé, etc. Alors, c'est l'une des spécificités de Linéa, c'est justement qu'il n'y a pas d'investisseur direct. Ça a été créé par Consensus. Et donc, on n'est pas dans une logique avec des investisseurs qui ont besoin de récupérer de l'argent à 6 mois, à 9 mois, à 1 an, et qui tous les matins se demandent comment est-ce qu'ils vont pouvoir faire du x100. Le fait que ce soit créé par Consensus, il y a une logique fondamentalement, et ça a été très vrai dès le début, c'est de se dire de toute façon c'est important pour Ethereum, on fait dans ce cadre-là. Alors si en plus Consensus peut gagner de l'argent, tant mieux, c'est pas personne ne fait du bénévolat, mais il y avait cet aspect, c'est d'abord pour Ethereum que c'est fait. Donc ça joue beaucoup dans la prise de décision, parce qu'on n'a pas cette pression de faire du x1000 tout de suite. On veut faire quelque chose qui marche, on veut avoir du succès, enfin on est très conscient, par contre on considère que c'est très important que les choses, on veut avoir un impact, on veut que ça marche, donc il faut se battre, faut que ce soit bien, quoi. Donc ça c'est vraiment très clair, mais il n'y a pas quelqu'un qui veut faire une but financière derrière. On a démarré en juillet, pour donner une idée d'ailleurs, la décision de lancer Linéa, elle a été prise en janvier 2023. 6 mois après, on était sur le mainnet. C'était extrêmement intense. On a démarré bien après tout le monde. Et on a livré à peu près avec les autres EVM. Ensuite, il y a eu un certain nombre d'upgrades pour permettre de diminuer les coûts des transactions. Donc, des choses extrêmement techniques sur la compression de la data availability, sur le support de 48-44, les fameux blobs, sur l'agrégation des preuves. Donc, il y a énormément de choses extrêmement techniques qui ont été faites. Aujourd'hui, on fait partie des EVM les moins chers en termes de transaction fees à cause de tous ces investissements technologiques. On a après fonctionné par un système de quest de façon à dire aux gens, bah venez essayer Linéa, regardez ce qui se passe. Linéa Voyager. Hein. Les voyages Linéa. Ça a eu énormément de succès. Ça a permis d'atteindre 55 transactions par seconde de capacité pendant toute une journée en moyenne. C'est vraiment l'une des plus hautes. En fait, il y en a quelques-uns qui ont fait un tout petit peu plus haut, mais c'était à l'époque des inscriptions qui étaient un use case très particulier et autres. Sur des use cases standards de DeFi, en fait, on a eu les capacités maximales. On est déjà au-delà en termes de capacité de ce qu'on avait fait à l'époque, c'est-à-dire qu'on continue à progresser. Donc en fait, aujourd'hui, on doit être à peu près en capacité pure sur une journée complète à 70 TPS sans trop de difficulté. C'est quelque chose qui va encore monter. Et je crois qu'on a exécuté plus de 150 millions de transactions depuis le lancement. Mais bien entendu, il y a eu un démarrage avec 3 transactions par heure à peu près, puis des gros pics par la suite. Aujourd'hui, je pense qu'on a 10 ou 15 transactions secondes. Donc Linéa est extrêmement utilisé. On est à plus d'1 milliard de TVL. Donc il y a de quoi faire en termes de DeFi. Si on aime l'arbitrage, on peut aller s'occuper sur Linéa. D'ailleurs, c'est vrai que je regardais récemment j'avais vu l'annonce, vous avez dépassé 1 milliard de TVL sur Linéa. On va dire à DeFi Lama, ils n'ont pas mis à jour, c'est encore à peu près dans les 500 millions. Je sais pas d'où vient le bug, mais ça c'est intéressant de voir ces différences. Mais en tout cas, super intéressant et super impressionnant les chiffres, et comme tu dis, le parcours, le chemin parcouru depuis en fait moins d'1 an, c'est assez fou. Assez impressionnant. Donc là, maintenant, on va passer à la partie le why. Donc là, on veut vraiment comprendre toi ta vision. Donc on va te poser quelques questions sur Linéa et puis après plus personnellement aussi, ce qui te porte. Et par rapport à Linéa, comment tu vois Linéa, où tu vois Linéa dans 1 ou 2 ans? Est-ce que toujours dans des use cases, là, tu parlais de TVL, donc vraiment appliqué à la DeFi uniquement, donc vraiment sur des protocoles, ou est-ce que tu imagines en fait d'autres use cases, que ce soit du paiement, du transfert, ou même plus dans le monde traditionnel? Ouais. Donc nous, Linéa, c'est une couche finalement très technique.
En disant, vous êtes capable d'exécuter les transactions pour pas cher. Et ce qu'on va assurer, c'est que ça va rester pas cher. C'est ça ce qu'on essaye de faire. Il faut qu'on arrive à augmenter en permanence les capacités de façon à ce que les prix soient à peu près stables. Ce qui permet de dire que si vous faites une application, vous avez besoin d'un prix de transaction de 5 secondes de 5 centimes par transaction, ça va pas se mettre à partir à 10 fois ça parce qu'il y a un petit pic. Donc ça, c'est vraiment la partie technique qui doit continuer à assurer sur le long terme. Donc il y a énormément de travaux qui sont faits pour améliorer ces performances-là. Et voilà, et notre vision, c'est on est une couche technique, on vous assure ça qui fonctionne, on est trustless, on est décentralisé. Je reviendrai un peu dessus après. Mais il y a vraiment cette partie-là qui est vraiment très importante. Sur les use cases, le use case de base de la blockchain, c'est la DeFi. C'est assez simple. Il y a plein de raisons pour ça, et c'est très bien. Donc c'est pour ça qu'il y a ce focus-là. Le paiement, c'est quelque chose que je voudrais vraiment que ça marche. Je pense qu'aujourd'hui, sur la blockchain, c'est encore trop compliqué pour quelqu'un qui n'est pas extrêmement technique, qui n'est pas dans ce monde-là, de faire son paiement. Voilà. Donc là, il y a plein de choses à faire qui sont pas que du domaine de l'INEA, mais où l'INEA voudra vraiment appuyer pour que n'importe qui puisse utiliser la blockchain pour avoir des paiements efficaces et pas chers partout. Donc là, ça va devenir possible grâce à cette technologie, mais il y a vraiment plusieurs expériences qui est à retravailler sur toute la chaîne. Donc ça c'est très important. On a aussi fait des choses dans le gaming. Il y a eu des quests, justement, par le voyage sur le gaming. C'est encore des choses qui sont extrêmement jeunes, avec des studios qui sont très jeunes. Donc, ils font des choses comme c'était des jeux AAA, et puis, bah oui, mais ils sont 5. Donc, il y a des expérimentations qui sont parfois un peu laborieuses, mais néanmoins, c'est quand même quelque chose qui est intéressant. Ça fait partie de cette centralisation. Il y a des outils qui seront meilleurs en meilleurs, et donc les jeux vont à terme arriver à apprendre tout ça. Donc ça, c'est quelque chose aussi qui est important. Et ensuite, je trouve que c'est intéressant s'il y a des use cases extrêmement mélangés. Moi, je suis un grand fan du flash loan. Un truc que je trouve incroyable, donc tous les gens de la DeFi doivent connaître. Mais c'est vraiment magique, cette capacité de dire, bah, je mélange, je démarre une transaction, je récupère des fonds, je l'utilise et je les libère à la fin que si ça a marché. Et ça, c'est des choses qu'on peut utiliser avec des NFT de façon intéressante aussi. Et peut-être dans le gaming, il y aura aussi des associations possibles. Alors pas le flash loan dans le gaming, peut-être pas, mais le fait de dire, tiens, en fait, j'ai un asset dans un jeu, je peux le louer pour quelques jours, je le récupère après, donc quelqu'un va s'en servir, peut se faire des choses. Donc il y a plein de use cases un peu bizarres, et je trouve que c'est ça qui est intéressant d'imaginer. C'est-à-dire cette capacité, vous avez une plateforme, il y a un peu tout qui est mélangé, il y a des capacités techniques qui sont là, amusez-vous et trouvez des choses. Voilà. Très intéressant. Et du coup, dans le why, pour continuer, on va continuer un petit peu plus sur ta personne à toi, sur ton why. Toi, c'est quoi qui te fait lever tous les matins sur l'INEA? Qu'est-ce que tu défends en fait à titre personnel dans ta vie et du coup, quelle est la corrélation entre toi, ce que tu penses, ton why, et ce que tu fais finalement chez l'INEA? Ouais. Alors, on a vraiment passé toute l'équipe recherche, on a passé des heures et des heures à essayer de faire marcher ça. Et il y a un moment, on avait eu cette discussion en disant, mais est-ce qu'on fait ça juste pour faire un papier de 10 pages, ou est-ce qu'on fait ça pour quelque chose qui va avoir plus d'impact? Et on a dit, OK, on va se battre pour que ça ait plus d'impact. Ça a été le driver extrêmement important de la création de l'INEA. Moi, c'est un peu l'engagement que j'avais vis-à-vis de tous les gens qui bossaient, qui vraiment, mais il y a eu des semaines où les gens dormaient 5 heures par nuit à essayer de faire marcher ça. C'était, et je parle avant que ce soit lancé. Parce qu'après, ça a été pareil aussi pour moi, mais vraiment avant, où les gens vraiment, il y a énormément de challenges intellectuels qui étaient extrêmement forts, mais en se disant, challenge intellectuel, on peut s'arrêter à high level, ou on peut se dire, non, mais on va vraiment aller dans le détail pour que ça marche. Et vraiment, il y a eu des efforts énormes qui ont été faits. Le contrat que j'avais avec eux, c'est de dire, on va en faire quelque chose. Donc ça a été vraiment mon driver extrêmement important pour le faire marcher. C'est quand il y avait des difficultés, quand c'était, voilà, ça a toujours été OK. C'est le contrat que j'ai avec l'équipe, on va le faire. Ça a été ça mon driver. Après, dans tout le monde de la blockchain, moi, ce qui me plaît le plus, c'est d'ailleurs aussi, je parlais justement, on est plusieurs à décider sur l'INEA, c'est le côté justement décentralisé avec l'absence de pouvoir central. C'est quelque chose où je pense que c'est important que personne soit en position de pouvoir. Je pense que dès qu'on est en position de pouvoir, on a tendance à se reposer.
Et à dire, tiens, si je pouvais en abuser un petit peu, ah, ça marche, et en abuser plus, ça marche aussi. Et ça dégénère complètement, et c'est extrêmement négatif. Et je pense qu'il faut qu'il y ait des contre-pouvoirs, il faut que le pouvoir soit partagé. Et ça, c'est quelque chose qui me plaît beaucoup dans le monde de la blockchain de façon générale. Et dans l'INEA, c'est comme ça qu'on essaye de faire les choses, de pas se mettre en position centrale. Et qu'est-ce qui justement ne te plaît pas dans le monde de la blockchain et que tu aimerais te battre pour et l'améliorer? Alors, on est clairement dans un monde où le scam est extrêmement facile, et je pense que ça va poser de problèmes à moyen terme, parce que justement, si on veut que ce soit disponible à tout le monde, si c'est trop facile de voler les gens, bah en fait, à un moment, les gens vont dire, ok, si j'ai pas un bac plus 8 en maths, je me fais, à la moindre distraction, je perds tout mon argent. Voilà, et je pense qu'il y a vraiment des choses à faire de ce côté-là. Alors, je pense néanmoins qu'il y a énormément de progrès avec les smart wallets, etc. Je crois beaucoup à ça. Mais c'est vraiment des choses qui sont extrêmement importantes. Et il faut vraiment réussir à le faire de façon à ce qu'on n'ait pas cette prétention de dire, bah, attendez, j'ai perdu de l'argent, c'est de votre faute, alors qu'en fait, non, t'as 3 minutes de distraction, et tu vas faire une erreur. C'est exactement ce dont on discutait à la dernière interview avec Nicolas Baca, qui justement bosse sur des smart wallets, des account abstraction et tout ça. Et justement, on avait parlé de cet aspect sécurité, décentralisation. Si vous voulez voir du coup l'interview de Nicolas Baca, n'hésitez pas à cliquer ou descendre pour la voir. En tout cas, elle était vraiment très intéressante. Merci du coup pour ce why. Est-ce que toi, tu as une personne qui t'inspire, qui te fait justement te motiver, te lever chaque matin? Alors, vu que c'est décentralisé, ça serait gênant. J'ai énormément de respect pour Vitalik. Je pense que c'est quelqu'un qui est extraordinairement intelligent, qui a une capacité de simplification qui est extrêmement forte. Donc clairement, ça fait partie des personnalités les plus impressionnantes que j'ai pu voir dans ma vie, en fait, tout simplement. Tu le côtoies beaucoup? Non, je l'ai croisé en particulier quand je travaillais sur la partie recherche, mais c'est pas quelqu'un que j'appelle tous les matins pour lui demander comment il va. Mais j'ai pu, voilà, de toute façon, c'est quelqu'un, en quelque sorte, tout le monde le côtoie, puisqu'il est très présent, très disponible, finalement, sur cet écosystème-là, mais je pense au très bon niveau. Et donc ça, je pense que c'est vraiment, si je citais un nom, c'est vraiment le premier. Je vais pas failloter en disant Joe Lubin, parce que ça serait un peu excessif, tu vois, faut pas déconner. C'est mon pote, je bois des bières avec lui tous les week-ends. Ouais, Joe Lubin, c'est là, On dit, bon alors, qu'est-ce qu'on fait sur Ethereum comme prochaine mise à jour? Voilà. Très très clair. Merci. On va passer à la partie d'après, du coup, qui est la partie fun fact un petit peu. Donc là, on va encore plus rentrer sur ta personne, on va dire. En première fun fact, on aimerait te demander finalement, toi, c'est quoi ta plus grande réussite jusqu'ici dans ton parcours? J'espère que ça sera linéaire, mais c'est trop tôt pour le dire. Ok. Et ton plus grand regret? J'en ai pas. En fait, ouais, j'ai pas de regrets, je pense. Il y a des choses qui sont pas passées comme je voulais, mais c'est souvent instructif. Alors, je donne un exemple. Au tout début du proof of stake, il y avait Ethereum allait extrêmement lentement, et je me disais mais c'est pas possible, il faut que ça aille plus vite, ça prend trop de temps. Et moi j'avais dit en interne à Consensus, proof of stake, on se défonce bien, c'est fait en 1 an. Et je venais d'arriver. Bon, de toute façon c'était très théorique parce que c'est la fondation Ethereum qui décide, etc. Tu vois. Et finalement la fondation Ethereum l'a fait, je pense, en 4 ans. Mais rétrospectivement, je me dis, mais si jamais quelqu'un m'avait dit, vas-y, chiche pour 1 an, mais j'aurais juste explosé en vol. Ça aurait été totalement ridicule parce que ça n'avait aucun sens. Voilà, donc ça, c'est le genre de choses où j'aurais pu avoir le regret ou de ne pas avoir fait proof of stake en 1 an, mais vu que c'est d'autres qui l'ont fait, j'ai pu voir que c'était n'importe quoi. Mon estimation, c'était du grand n'importe quoi. Et voilà, donc peut-être qu'on aurait pu faire plus vite que 4 ans, ça je discuterai pas. Mais 1 an, mon estimation, elle ressemblait vraiment à rien. Et il y a beaucoup de choses, ouais, que j'ai appris de cette façon-là. Et voilà. Okay. Et est-ce qu'il y a un échec, que ce soit avec Consensus ou même avant, que tu aimerais partager, sur lequel justement tu as également appris des choses? Alors, dans les choses sur lesquelles j'avais travaillé au début, c'était toute la partie fast finality de la layer 1. En disant, voilà, parce qu'un bloc sur Ethereum, bah, en fait, il est final à peu près au bout de 12 minutes. Et ça, en termes d'user expérience, c'est un peu gênant, parce que pendant 12 minutes, vous n'êtes pas trop sûr de l'état. Alors, ok, il y a un moment, vous êtes quasiment sûr, mais il y a quand même un risque. Et donc, bah, quand on fait de la DeFi, on aimerait bien être 100% sûr. C'est fait, enfin, vous avez un lien avec un centralized exchange, bon, il y a quand même des choses, voilà. Et donc ça, moi, j'avais énormément poussé sur ce sujet-là. Et ça a été l'un de mes échecs, ça a été celui-là. J'avais une Vitalik qui s'intéressait absolument pas à ce sujet-là, il voyait absolument pas l'intérêt. Et voilà, et ça fait partie des choses que j'avais pas réussi à faire passer. Et maintenant, il y a plus de sensibilité. J'ai pu leur parler, j'ai dit alors, non, c'est important, on va le faire.
mais ça reste un peu encore intermédiaire. Donc je pense que voilà, il y a des sujets. Si vous avez envie de rentrer sur le cœur de la techno Ethereum, Fast Finality, c'est un vrai sujet et c'est quelque chose sur lequel j'avais pas réussi ni à trouver une solution parfaite. D'ailleurs, il y avait deux problèmes dans l'échec. C'était un, les gens n'étaient pas super sensibilisés, voire très peu, ils n'en voyaient pas l'intérêt. Et deux, les solutions qu'on avait étaient des pas dans la bonne direction, mais n'étaient pas quelque chose qui allait fonctionner sur l'étagère. Et du coup, en dehors de la crypto, on en a parlé un peu en off avant l'interview, mais est-ce que tu as des passions qui ont rien à voir avec justement le dev et la crypto? Qu'est-ce que tu fais de ta vie plus perso, quoi? Je fais de la crypto. C'est relativement intense. J'ai deux filles, donc ça m'occupe quand même beaucoup. Ça m'occupe, enfin quand ça m'occupe pas, justement, enfin quand la crypto m'occupe pas, c'est mes filles qui m'occupent. C'est des choses extrêmement importantes pour moi de façon très naturelle. J'avais d'ailleurs eu la question d'une de mes filles qui me disait, mais est-ce qu'il y a des gens qui travaillent plus que toi dans le linéaire? Je dis, oui, il y en a un. Elle me dit, ah, ils ont des enfants. Comment c'est possible? Moi, c'est possible que tu dors pas du tout, papa, là. La réponse, c'est ils ont pas d'enfants, effectivement. Make sense. Et tu fais, c'est marrant. Et tu fais du sport, sinon du sport, de la musique, ou vraiment focus, pas trop de hobby en dehors de la crypto Alors j'aime bien le ski. Le ski fait partie. Chaque année, je fais ma semaine de ski. C'est quelque chose. J'aime beaucoup la montagne. Je suis un grand fan de montagne. Donc, je suis né pas loin de Grenoble. J'ai habité Chambéry. Okay. En fait, je suis monté à Paris quand j'avais 20 ans, donc assez tôt. Mais il y a vraiment cet effet quand vous avez vu des montagnes autour de vous pendant très longtemps, quand vous y retournez, avec ce paysage, ça fait une sensation très particulière. Je pense que les Bretons, la même chose quand ils vont en Bretagne, ils voient la mer, ils disent waouh. Non mais les Bretons, où qu'ils aillent, ils sont impressionnés. C'était cadeau celle-là. Non, très clair. Juste. Voilà, donc ça, la montagne, c'est partie de mes passions, on va dire. À Chambéry, t'habitais dans le centre, enfin t'habitais. Tout à fait dans le centre, rue Croix. Ouais. Ah ok, bah je vois très bien où c'est. En fait, j'ai habité 15 ans à Chambéry. D'accord. Voilà. Écoute, on vient tous de Rhône-Alpes. J'ai connu ces Vosges-là. Ok, super. Bah, Louise de Savoie, Louise ces Vosges-là. Juste, on est d'accord, t'habites plus rue Croix d'Or. J'avais plus rue Croix d'Or. D'accord, c'est bon, on va le laisser du coup pour la vidéo. N'allez pas chez lui. Ça, il faudrait pas. Super. Bon, très bien. Je vais passer à la dernière question, fun fact. Maintenant, et on peut te laisser un petit peu de temps pour réfléchir. Est-ce que tu as une anecdote marrante sur toi, un truc que tu as jamais raconté, qu'on pourrait avoir ici en avant-première? Tu as dit un truc que tu as raconté tout le temps, mais sinon, c'est marrant. Non, mais c'était, voilà, le fait, comme tout le monde, en fait. C'est-à-dire, j'ai acheté des bitcoins et j'ai perdu la clé. Voilà. Donc, j'avais acheté des bitcoins en 2014, pour le ledger, en fait, justement. Ouais. Et après, ça a traîné quelque part, puis voilà. Ouais. Donc, je suis sans doute millionnaire en bitcoin, pas millionnaire en euros grâce à le bitcoin. Tu te souviens de combien t'en avais acheté ou pas? Non, j'en ai pas acheté beaucoup, j'avais acheté 20 euros. Du coup, on va passer aux avis ouverts et fermés, une autre partie de nos interviews. Et nous, on voulait savoir qu'est-ce que tu penses des écosystèmes complets comme Cosmos ou Polkadot qui, du coup, n'ont rien à voir avec Layer 1, Layer 2, EVM, etc. Pas de gros avis. Moi, j'aime bien Ethereum, j'aime bien le côté ouvert. J'ai jamais vraiment cherché à challenger Polkadot et autres. Je me suis même pas posé la question. Est-ce que tu dirais quand même que ça pourrait être complémentaire ou comment tu vois l'avenir? Est-ce que tu penses que pour toi l'avenir il est multi-chain et EVM non EVM ou tu penses qu'avec justement du ZK EVM et du Layer 1, du Layer 2, maintenant on voit aussi, on entend parler de Layer 3, on peut couvrir en fait tous les specs et tous les use cases? Alors, le VM, son futur, je le connais pas, mais effectivement, on a envie à un moment, pour des raisons de standardisation, de se dire si on est capable de faire mieux, de faire quelque chose de plus ouvert encore, ça améliorera les choses. Si on était capable d'avoir quelque chose d'autre, qui a été, par exemple, des preuves formelles et autres, ça sera bien. J'ai relativement confiance que la Fondation Ethereum sera capable de driver ça. Et donc là, on a tout ce mécanisme, effectivement, des Layer 2 qui permettent d'expérimenter, et ensuite, quand il y a eu assez de contributeurs, de se dire, tiens, ça peut devenir une référence. Donc ça, c'est pas du tout quelque chose auquel on se ferme. C'est juste qu'aujourd'hui, le VM est vraiment la façon la plus sécurisée, sans aucun doute. Mais on est très ouvert là-dessus. Le fait que les gens veulent déployer d'autres Layer 2, reprendre la technologie, en faire une Layer 3, Layer 4 et autres, c'est des choses qui sont relativement intéressantes. Je pense que ça cache parfois le fait que les capacités brutes de la technologie sont très importantes. C'est-à-dire que c'est important sur votre cœur de base de pouvoir faire plusieurs centaines de transactions par seconde.
Et ensuite, vous pouvez dire, en plus, je vais faire ça avec plusieurs layers 2, plusieurs layers 3. Une fois que j'ai ça, je peux combiner. Mais il y a vraiment, je dirais, la roadmap technique qui consiste à dire, non, mais déjà, faisons du 1000 TPS, et ensuite, on ira empiler les couches. Mais bien entendu, je comprends aussi les envies d'expérimenter avant et autres. C'est pas du tout une difficulté. Mais il y a vraiment ce cœur technologique qui est celui-là, qui est quand même très important de mon point de vue. Et donc de combiner tout ça en disant, oui, je me mets en layer 3 avec une EVM différente et autres, c'est amusant. Et le monde Ethereum permet de le faire. Et ça serait dommage de ne pas le faire, en fait, en quelque sorte, pour voir ce que ça donne et d'apprendre par ce moyen-là. Maintenant, on va passer aux avis fermés. Alors, les avis fermés, c'est on va te poser une question avec A ou B comme réponse. Tu dois juste dire la réponse. Ça va durer pas très longtemps et tu réponds juste en un mot. Okay. D'accord. A ou B. A ou B. A ou B. Non, je rigole. Ouais, je le fais du coup. Alors, avenir monochain ou avenir multi-chain? Multi-chain à moyen terme. En termes de blockchain, plutôt Arbitrum ou Linéa? Linéa. En termes de bear market, plutôt bear market donc là c'est celui que tu as préféré, hein. Bear market de 2019 ou 2023? 2019 était le plus trash. En termes de crypto, Bitcoin ou Ethereum? Ethereum. Bullrun ou bear market? Bullrun est plus sympa quand même. Hein. Je sais qu'on bulle pendant le bear market, mais bon. Centralisation ou décentralisation? Décentralisation. Token de blockchain inflationnaire ou déflationnaire? Je suis pro-inflationniste. D'accord, intéressant. En termes de faillite de blockchain, est-ce que tu préfères Terra Luna qui se fait hacker son stablecoin ou Harmony qui se fait hacker son bridge? Harmony, je sais pas là. Harmony me semble moins pire, de façon globale, je sais pas. Non? Ouais, peut-être. C'est toi qui choisis. Hein. Toi qui choisis. Ta crypto préférée? Ethereum. Et du coup, on va passer à la question salée, la dernière petite question. On a bien un peu titillé nos invités. Donc, comme tu l'as mentionné, Linéa avec Voyager Point, là, vous faites partie de toute cette traîne de point system qui marche pas mal avec tous ces points. One token. Bonne question. Il n'y a pas de. C'est pareil, je peux pas répondre à cette question en fait. Ouais. Je peux. Oui, bien sûr, non. Donc sans bien sûr dire une date, mais à quel point. Non, mais en fait, c'est des questions qu'on ne peut pas répondre parce que si jamais je dis il y aura peut-être un token et que finalement il n'y en a pas, ça va pas, y compris d'un point de vue légal. Ouais. Si je dis qu'il va pas y en avoir et finalement il y en a un, c'est la même chose. Ouais. C'est un démerdement. Ouais. Donc merci à tous d'avoir suivi ce podcast et cette interview depuis le début. Merci beaucoup en tout cas pour toutes tes réponses très pertinentes. Pour finir, on va juste te donner le mot de la fin et si tu peux nous dire un interviewé que tu aimerais bien voir sur cette chaîne YouTube. Le mot de la fin, merci beaucoup de m'avoir reçu. Je pense qu'il y a énormément de gens qui sont très intéressants dans l'écosystème français. Donc Nicolas Baca, vous l'avez déjà eu. Je pourrais citer Jérôme de Tichet, qui a une énorme importance de mon point de vue dans le monde Ethereum. Donc je vous recommanderais en prochain invité. Je serais très fier de passer après Nicolas Baca et avant Jérôme de Tichet. Merci à tous. N'hésitez pas bien sûr du coup à vous abonner à la chaîne YouTube. Peut-être comment on peut te suivre sur Linéa? Alors je suis très actif sur Twitter. Je plaisante, j'ai pas posté depuis 2015. Ah d'accord. Mais je serai à ITC, beaucoup de conférences, on va être de plus en plus présents de toute façon, Linéa de façon globale. Et il y a le compte Twitter Linéa qui dit tout ce qu'on fait aussi. Encore une fois, merci à tous. Lâchez un gros pouce bleu pour du coup booster la chaîne YouTube. N'hésitez pas à regarder nos autres interviews et on vous remercie énormément. À bientôt. À très vite.